Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour ce quatrième Spotlight Coaching Série. Donc, ce sont les premiers que XP France organise en collaboration avec Pulse, représenté ici par Olivier Guerre, et sur une série de cinq. Donc, on a déjà eu l'occasion d'en avoir trois. Alors, je vous rappelle qu'ils sont enregistrés et rediffusés sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, vous pouvez reprendre une deuxième lecture ou une première lecture pour ceux qui en ont loupé. Et ce soir, on a le plaisir, donc j'avais laissé, même si on a échangé dessus, les libres choix, Olivier, d'inviter des personnalités de l'immobilier, des gens qui font l'immobilier. Et je connais mal Marielle, mais j'ai un peu fait mes recherches, mais voilà, mais j'ai le plaisir d'accueillir ce soir et qu'Olivier nous partage le fait d'accueillir Marielle Casorono. Merci Béatrice, elle nous met la chaîne YouTube en même temps sur le chat. Merci Marielle à la demande d'Olivier, je vais lui passer la main puisque l'objectif c'est de partager un moment ensemble sur des thèmes variés. Et ce soir, ce sont les femmes dans l'immobilier. Et Dieu sait qu'on en a plaisanté dans les autres spotlights, mais je reste convaincu sans démagogie aucune que les femmes sont supérieures aux hommes dans plein de domaines, y compris dans l'immobilier. Donc voilà, messieurs, je pense que vous êtes nombreux et j'espère, puisque c'est la bonne opportunité de nous améliorer et de piquer deux, trois petites astuces. Voilà, je vais m'en arrêter pour le moment. Je me permettrai d'intervenir et peut-être de retrouver de la vidéo. Olivier, merci et à toi la parole. Merci Samuel, et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je commence à m'habituer en fait à ces spotlights. Samuel, je ne sais pas si je vais signer un contrat avec toi à l'année pour faire ce genre d'événement, mais en tout cas, c'est Alors, en termes d'organisation, on va peut-être pas avoir le même rythme, mais avec plaisir de continuer à en faire. clair, c'est un petit peu de travail quand même. Mais, C'est un tout petit peu ouais. de travail. Et donc, effectivement, comme l'a dit Samuel, j'ai sélectionné des personnes qui sont issues de l'immobilier pour essayer de vous apporter à travers eux, évidemment, du contenu de valeur. Et il y a des personnes qui sont connues, d'autres un peu moins, mais tous, pour moi, ont quelque chose à apporter de très, très enrichissant. Et c'est le cas de Marielle. Marielle qui a bien commencé sa communication digitale d'ailleurs. Donc, si vous voulez la retrouver, vous pouvez. Et puis, qui a une spécificité. Alors, elle n'a pas qu'une, mais en tout cas, elle est ici pour ça, c'est de parler de l'immobilier au féminin, c'est-à-dire de la discussion va tourner autour des atouts des femmes. Si on peut parler comme ça, on va préciser au fur et à mesure de l'intervention. On est ensemble pour 45 minutes, une heure à peu près. Et elle va se présenter tout à l'heure, évidemment. Et puis, voilà, je suis très heureux puisque c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Et j'ai chopé quelques stats. Alors, je ne sais pas lesquelles il faut prendre, mais Marielle, peut-être à l'info, dans l'immobilier, dans la profession immobilière, j'ai un taux à 53% de femmes et un taux à 69%. Je pense que le premier est plus proche de la réalité. Ça veut dire que les femmes sont quand même prioritaires, pas prioritaires, majoritaires, pardon, dans l'immobilier. Voilà, Marielle, est-ce que tu confirmes ces taux-là avant que tu te présentes? Tout à fait. Alors bonjour à toutes et à tous et merci Olivier pour cette introduction. Merci Samuel. Je confirme effectivement, les femmes sont nombreuses dans le domaine de l'immobilier. En revanche, elles le sont beaucoup moins à la direction. Et c'est vrai que créer son agence immobilière ou son activité en tant qu'indépendante, en tant qu'agent commercial, est une ambition souvent partagée mais pas assumée par de nombreuses femmes en quête de liberté. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des chiffres assez impactants. En tout cas, moi, ça a été la raison pour laquelle je me suis énormément sensibilisée à ce sujet parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Génial. Alors, avant que tu te présentes, Marielle, je suis sûr qu'ils sont tous impatients de savoir ce que tu as fait, quel est ton parcours pour justement essayer de mieux te connaître. Je m'adresse à vous. Dites-nous, comme d'habitude, ceux qui me suivent depuis un petit moment savent comment ça fonctionne. Je voudrais savoir d'où vous êtes. Et puis aujourd'hui, spécialement, dites-nous si, surtout mesdames, si vous êtes là en force ou pas. Je voudrais faire un pourcentage du nombre de participants, hommes et femmes, pour cette édition spéciale féminine. Est-ce que finalement les hommes se sont dit, ouais, il y a des, comme l'a dit Samuel, il y a des bonnes infos à prendre.
ou est-ce qu'ils se sont dit, ouais, c'est spécial féminin, je vais me coucher. Donc, dites-moi d'où vous êtes et puis est-ce que vous êtes une femme ou pas? Je sais qu'il y a votre prénom, mais ça sera plus simple si j'ai des… Alors, si vous êtes des femmes, vous mettez un yes, voilà. Et puis, si vous êtes des hommes, vous mettez un H, comme ça on comprendra que c'est homme. Ah, je crois que mesdames sont venues en force. Je ne sais pas si tu vois les commentaires, Marielle, mais il y a quelques hommes quand même qui ont compris l'intérêt, mais bravo. Génial. Donc, on a de tout en termes de secteur. On a Paris, Perpignan, Normandie, on a Dans le sud, Rhône-Alpes. Voilà. Oui, Marielle. Le Gard est là aussi, Lyon, Bretagne, Orléans, et puis majoritairement des femmes quand même, j'ai l'impression. Hein. génial. Nantes, Dijon, voilà. Donc, bonjour à tous, je reconnais quelques prénoms, donc merci d'être toujours présents pour ces spotlights. Et on va commencer tout de suite avec Marielle, qui est une femme active, qui est convaincue que les femmes ont leurs atouts à jouer, leurs cartes à jouer dans la profession immobilière. Elle a d'ailleurs écrit un… On peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Voilà. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui va prochainement sortir. Je ne vous en dis pas plus. Et puis voilà, Marielle, je te laisse te présenter. Tu le feras certainement mieux que moi. Voilà, je te laisse ta parole. Merci, Olivier. Alors moi, j'ai toujours une façon assez singulière de me présenter. Je ne dirais pas que je suis agent immobilier ou coach. Moi, je dirais plutôt que je suis une régénératrice du métier d'agent immobilier. Parce que, alors je vais essayer de me présenter d'une façon très très courte, parce que j'ai beaucoup œuvré durant 17 années dans le domaine de l'immobilier, toujours. Et j'ai monté mon agence immobilière très tôt, à 23, 24 ans, sous une enseigne nationale. Et je l'ai développée pendant 5 ans. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris et j'ai surtout beaucoup expérimenté en recrutant naturellement une équipe de sportifs qui m'ont énormément appris sur l'état d'esprit, sur la vision, sur tout ce que nous pouvions avoir en nous en dehors de nos compétences techniques. Donc, c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser et en tout cas à m'ouvrir à d'autres choses qu'une méthode commerciale classique, qu'à un outil technique particulier. Et j'ai intégré en tant que consultante le fichier Amepi, où là, j'avais cette volonté de m'ouvrir à d'autres façons de faire, à d'autres enseignes, à d'autres profils multiples. Et c'est de là, très rapidement, que beaucoup, beaucoup de femmes sont venues me voir à la fin de mes formations et sont venues me confier tout ce qu'elles se racontaient. Et là, j'ai dit non, là, il y a un truc à faire. C'est pas normal que ces femmes, elles ne s'autorisent pas à réaliser leurs rêves, elles ont des étoiles dans les yeux. Et moi, j'ai eu l'élan, l'envie de les aider. Je ne pouvais pas le faire au sein du fichier Amepi, puisque c'est assez politique. Et j'ai donc réfléchi à un autre moyen pour les aider en dehors du fichier Amepi. Et c'est de là que m'est venue l'idée de ce livre. Donc, je l'ai écrit pendant toutes les années où j'ai œuvré sur les routes du fichier Amepi. Et j'ai interrogé ces femmes qui l'ont fait, ces dirigeantes qui œuvrent au quotidien, et elles m'ont confié tout ce qui se passe derrière le rideau. Et ça a été une expérience incroyable. Et je peux vous dire que quand on les voit épanouies, quand on voit ce qu'elles font, mais il faut le faire. C'est trop génial. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de venir désacraliser l'entrepreneuriat au féminin parce que, parce qu'on a plein de choses à faire. Donc, on va en discuter dans les autres points. Mais si je pouvais me présenter assez rapidement, voilà comment je le ferais. Ah, je t'entends plus. C'est normal, j'avais coupé mon micro pour qu'on entende que toi. Ouais, merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais rappeler les règles. Évidemment, ce spotlight est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on le regarde fréquemment. Il y a quelqu'un qui m'a dit où sont tes lunettes, Olivier? En fait, je mets des lunettes pour lire, mais sinon, je n'ai pas de lunettes dans la vie de tous les jours. Tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Et puis… Coquetterie. Coquetterie. Et donc, voilà, on va attaquer le vif du sujet. Marielle,
évidemment, on a préparé cette interview et on a essayé de sélectionner les points qui nous semblaient les plus opportuns à aborder en 45 minutes, 1 heure, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a un point qui te tient vraiment à cœur, que tu appelles l'autorisation. Donc, quand on est une femme, finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as rencontré beaucoup de femmes qui ont des étoiles dans les yeux et qui pourtant, même si elles ont des étoiles dans les yeux, passent pas à l'action, n'osent pas effectivement faire ce qu'elles ont à faire, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, qu'est-ce que tu entends par autorisation et en quoi l'autorisation telle que tu l'entends, je vais te laisser définir ça, va permettre aux femmes qui sont dans l'immobilier ou qui veulent faire de l'immobilier, vont leur permettre de performer et d'atteindre des objectifs vachement plus importants que ceux qu'elles ont avec leur, on va dire, pardon, pas pour toutes, mais en tout cas, pour la plupart, leur faible niveau d'autorisation, on va dire. Alors, je n'ai pas pour habitude, moi, de préparer parce que j'aime me laisser guider par le flow et mon inspiration et j'aime énormément me connecter aux gens qui sont là. Mais comme on avait ce challenge d'apporter un maximum de valeur en très, très peu de temps, j'ai quand même pris des notes. Faut savoir que l'autorisation, d'abord, pourquoi il y a un manque d'autorisation ? C'est parce que la peur fait émerger des freins qui sont basés sur les préceptes du métier. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup, comme par exemple, je ne verrai plus mes enfants, ou je vais devoir me battre, ou je n'ai pas assez de compétences techniques. Tout ça n'est qu'une partie de ce qu'on se raconte. Et il faut savoir que derrière ces peurs, il y a nos rêves. Et qu'est-ce qui fait émerger cette peur ? Ce sont nos conditionnements. Toutes les injonctions, tous les conditionnements qu'on nous a apportés depuis notre éducation, tout ce que la société peut nous dire, nous raconter, émerger peur. Ce sont les conditionnements des autres, ce sont les peurs des autres et ce ne sont pas les vôtres. Donc l'idée, c'est vraiment de venir d'abord mettre de la conscience là-dessus. On nous a appris à regarder la réalité extérieure comme notre point de départ, alors que c'est tout l'inverse, que c'est justement ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est le plus important. Et l'intérieur de nous, c'est cette autorisation. Alors, je considère que vous êtes, si vous êtes tous là ce soir, je crois que vous êtes 53, vous êtes plus de 50 personnes. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous n'avez rien à dépasser, vous n'avez pas à devenir, c'est que vous êtes prêts et prêtes à le faire parce que justement, vous n'avez plus seulement l'envie de vous faire rêver. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et vivre son rêve, pour moi, c'est une décision. Parce que sur les 35 000 décisions que nous prenons par jour, à peine 1% sont conscientes. Alors, imaginez les possibilités qui s'ouvrent à nous. C'est énorme. Une décision prise délibérément change une vie entière. Alors, pourquoi choisir quand on peut décider ? Parce que choisir, souvent on a tendance à se dire choisir, c'est renoncer à quelque chose. Et moi, ça ne me parle pas. Moi, je déteste choisir parce que je veux tout. Alors, pourquoi choisir alors qu'on peut décider de tout avoir? Parce que c'est possible. Et je peux vous dire que ces femmes que je suis allée voir pendant des années sur les routes, que je suis allée voir dans leurs agences, quand vous voyez leur smile, quand vous voyez les performances qu'elles réalisent, qu'elles sont autant heureuses dans leur agence que dans leur vie privée, que dans leur vie de femme, eh bien moi, je rêve de femmes qui s'épanouissent là-dedans, dans leurs rêves. Alors, il faut savoir que nos barrières sont illusoires, nos barrières extérieures n'existent pas. Quand les États-Unis vient je crois, près de 12 millions de dollars dédiés à l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que le des femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas rien. Nous avons le pouvoir d'entreprendre tout ce que nous désirons. Et je pars du principe que l'idée, c'est d'avoir une vision que notre écosystème est un facilitateur. Il n'y a qu'à voir et qu'à regarder toutes les opportunités de votre quotidien. Et on l'a déjà tous vécu. Un coup de fil, une rencontre peut propulser vos projets. Donc, tout ça, c'est à portée de main. Il suffit de le regarder. Alors, dites-vous que de ne pas savoir comment se lancer, c'est une chance.
J'en ai beaucoup qui viennent me voir en me disant, mais moi, je ne sais pas par où commencer, mais j'y arriverai jamais. Et je leur dis, c'est génial. Parce qu'on n'est pas dans le comment, on n'est pas dans le faire. Le plus important, c'est de savoir ce que vous ressentez. Quand vous vous connectez à votre ressenti, vous n'êtes plus dans le mental, vous êtes dans le cœur. Et le cœur ne trompe jamais. Alors, pourquoi c'est important que la femme s'autorise? Parce que la femme est liée aux méthodes commerciales, aux outils techniques, pour justement ne pas s'éloigner de leur créativité. Et ça, c'est quelque chose qu'elles vivent au quotidien. Prospect, en fait, ça correspond à leur lifestyle, c'est-à-dire à leur vie de rêve. Il y en a qui adorent travailler 12 heures par jour, travailler les week-ends, et c'est OK, en fait. En fait, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une façon d'entreprendre. On est 7 milliards, donc il y a 7 milliards de vérités différentes. La plus importante, c'est la vôtre. Voilà ce que je pourrais dire sur l'autorisation. Alors, merci Marielle, je prends la parole Oui, quelques merci, instants. Samuel. En plus, je vois qu'Olivier est occupé à gérer son quotidien. Non, je plaisante. Trop On a coupé. un tout petit. Alors moi, ils veulent pas me rendre la vidéo. Je sais pas. Je pense qu'on est nombreux sur Zoom ce soir. Et vous, Marielle, vous frisez un tout petit peu. Donc, j'ai vu que dans Un le peu de chat, déconnexion. voilà. Bon, on arrive à suivre. Heureusement, on a eu le fond. On va peut-être poursuivre comme cela. Ce serait dommage de couper la vidéo. Déjà que moi, j'ai pas le droit à la mienne. Donc, autrement, ça sera peut-être l'alternative, mais peut-être un petit souci de connexion aussi de votre côté. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour tous les gens qui nous posaient la question dans le chat. Voilà, exactement. Merci, Samuel. On arrive à suivre quand même, Sinon, Marielle, mais il y a eu quelques passages où on ne t'entendait pas très bien. Sur l'autorisation, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que tu conseilles aux femmes qui veulent performer, c'est de prendre leur courage à deux mains et quelque part de vivre la vie qu'elles souhaitent vivre avec tout ce que ça comporte comme frein. Et c'est vrai, quand je t'entendais parler, c'est vrai qu'il y a plein de questions que les femmes se posent, effectivement, que nous, les hommes, on ne se pose pas forcément. Et c'est super intéressant ce que tu m'as dit, parce que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais bon sang, c'est vrai. Inconsciemment, et j'assume complètement, parce que si je pense ça, je pense que je ne suis pas le seul à le penser, inconsciemment, notamment quand tu as parlé des enfants, de la famille, inconsciemment, tout ce qui concerne les enfants, c'est la responsabilité de la femme. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas l'être, plus c'est la responsabilité des deux, mais c'est encore je sais pas, cette espèce de paradigme archaïque qui fait que voilà, la femme est plus proche des enfants et du coup, c'est elle qui va quelque part gérer un peu plus que l'homme. Même si tu seras d'accord avec moi, l'homme, depuis quelques années, a pris une part plus importante dans la famille en tant que participation, notamment des tâches quotidiennes, participation aussi de l'éducation des enfants dans le sens de les amener à l'école, etc. Quand même, dans la pensée collective de, je pense, pas mal d'hommes, c'est vrai qu'on reste encore sur des concepts un petit peu archaïques de, voilà, c'est ma femme qui va gérer parce que c'est la maman et que c'est elle qui gère. Et je comprends très bien, parce que tu as très bien expliqué, que finalement, ça peut être un frein pour les femmes qui se disent, mais j'ai quand même une responsabilité envers mes enfants puisque mon mari ne l'apprend pas et ne l'apprendra pas parce que quelque part, c'est dans l'ordre des choses, on va dire, ce n'est pas forcément le bon terme, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, merci, parce que même pour les hommes qui sont là, je ne sais pas s'ils sont d'accord, n'hésitez pas à interagir. Voilà, il y a Isabelle qui a interagi, elle dit pas du tout même. C'est absolument pas, les hommes ne participent pas du tout. Alors, il ne faut pas généraliser, il y a des hommes très bien comme Georges qui est à côté de moi, comme moi, qui participent un maximum, mais ça pointe du doigt quand même pour rejoindre le commentaire d'Isabelle, qu'effectivement, ça n'est pas encore complètement naturel dans la tête des hommes de se répartir les tâches de manière égalitaire. Donc, ouais, effectivement, personnellement, je comprends mieux. Je pense que, alors, encore une fois, là, j'appelle aux hommes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous a percuté ou est-ce que non, ça vous va très bien comme c'est, qu'il ne faut surtout pas changer les choses?
j'aimerais j'aimerais qu'on aborde une deuxième clé dont on a parlé ensemble, Marielle. C'est deux choses à la fois, mais ça commence par l'acceptation. On a parlé donc d'autorisation, s'autoriser à réussir, s'autoriser à mener sa vie d'entrepreneuse finalement. Et après ça, il y a aussi l'acceptation, c'est que pour pouvoir le faire, il faut avant tout ça s'accepter. Et ça, c'est valable aussi pour les hommes, mais comme tu l'as expliqué, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les femmes. Alors, en effet, pour moi, l'immobilier n'est pas réservé qu'à une élite parce qu'on a des entrepreneurs qui viennent de tout horizon et beaucoup de reconversions professionnelles. Donc, l'idée, c'est aussi de... C'est pour ça que pour moi, l'immobilier, c'est fabuleux parce que c'est l'un des domaines les plus ouverts, parce que justement, on vient dans l'immobilier avec ce que l'on a, avec ce que l'on est et pas avec ce que l'on a, puisqu'il ne nécessite pas tout de suite un diplôme comme un médecin, comme un avocat. Et ça, c'est une vraie chance parce que justement, c'est l'un des domaines propices pour venir se révéler à ses aptitudes, parce que justement, l'immobilier, comme c'est un achat qui est un achat immobilier, c'est toujours plus proche du cœur que de la tête, justement, ça nous permet, nous, de nous révéler à nos aptitudes personnelles. Donc ça, déjà, c'est une vraie chance. Et ensuite, effectivement, pour moi, les femmes ont du mal à accepter leurs aptitudes qui sont naturelles chez elles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est naturel chez elles, elles y mettent peu de valeur en disant bah, moi, c'est tellement facile pour moi, ça va intéresser personne. Ou pourquoi quelqu'un trouverait intéressant ce que je dis ou la manière dont je le fais. Donc elles mettent tellement peu de valeur que du coup, elles ne viennent pas se révéler à leurs aptitudes. L'idée, c'est pas de venir dire que les femmes apportent plus de choses que les hommes ou que les hommes apportent plus de choses que les femmes. Je ne suis pas même non plus dans la recherche d'égalité parce que pour moi, le genre, c'est un non-sujet. C'est juste l'idée de se dire que la femme a ses aptitudes à elle, point, en fait, et c'est OK. Alors, elle en a beaucoup. On peut parler, par exemple, de l'empathie. Alors, il y en a qui vont dire, mais il y a des hommes qui ont beaucoup d'empathie. Oui, c'est vrai. Mais la femme dégage naturellement une aura qui invite à la confidence. Et donc, c'est une invitation au oui plus facilement. C'est pour ça qu'elle close plus facilement parce que le client se confie. Et on le sait très bien, quand un client parle beaucoup, on peut le closer plus facilement. Donc ça, c'est des atouts qui sont extrêmement naturels. La séduction, je parle de séduction subtile, l'art d'amener le client là où on veut, en douceur, sans rentrer dans la persuasion, dont je cherche à convaincre, je traque les objections. C'est vraiment très subtil et le client, lui, il a la sensation de prendre la décision par lui-même. Elle lui a pris la main et elle l'a amené là où il voulait être. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on voit ce talent se faire. Je dis, mais waouh, il faut continuer à le faire. Donc ça fait partie des aptitudes qui sont naturelles chez la femme. Ensuite, ce que j'ai constaté aussi, c'est leur générosité. Elles ont une générosité naturelle qui leur permet de piloter leurs équipes d'une façon extraordinaire, toujours dans le cœur. Et alors, ça fait des équipes qui sont hyper soudées, qui sont dans l'amour de leur métier, dans l'amour de leurs clients. Et c'est Et puis, il y a le sens de l'organisation. Là, si on veut rentrer un peu plus dans la technique, elle gère les enfants, elle gère la logistique, elle gère la maison, elle gère le business, elle gère les équipes, elle gère tout. Donc, elle, dans sa tête, elle est comme ça. Donc, ça, c'est un atout dans l'immobilier parce qu'elle sait tout gérer de façon naturelle. Et ça, elles y mettent souvent pas de valeur en disant, bah oui, mais je suis obligée, je n'ai pas le choix. Non, mais c'est une chance, développe-le. Et puis, l'ouverture du cœur, qui pour moi est un facilitateur pour créer du lien, pour créer des relations de confiance, pour créer de la fidélité aussi. Et souvent, je constate que, bien sûr, qu'il y a du turnover de partout, mais les femmes arrivent à en avoir un petit peu moins parce que justement, elles sont dans cette ouverture de cœur et ça fait du bien dans ce métier où c'est un métier quand même très mental, très business, on est OK, hein, on n'a pas ouvert des associations, donc on est d'accord, on est là pour le business, mais le cœur, il est extrêmement important. Et moi, j'ai un rêve, c'est que on unisse nos mains, hommes et femmes, pour construire ensemble cette nouvelle ère. Parce qu'en fait, ce n'est pas une lutte les uns contre les autres, c'est une ode à l'amour. On aime notre métier, on est des passionnés, on le sait, l'immobilier, c'est une vocation.
Donc l'idée, c'est d'être moderne dans notre démarche, d'être moderne dans notre façon de faire avec nos clients, avec nos équipes, etc. Super, Marielle. Pardon, on n'a pas entendu la fin après équipe. Si tu peux répéter juste la fin. Alors, équipe. Alors, en gros, je disais que justement, l'idée était de unir nos mains pour ensemble qu'on puisse construire cette nouvelle ère. Parce que justement, c'est une ode à l'amour, c'est pas une lutte les uns contre les autres. C'est une ode à l'amour de notre métier, de nos clients, parce que c'est une vocation, c'est une passion. On est des passionnés, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être moderne dans notre façon de faire, dans notre façon d'œuvrer, dans notre rapport aux autres. Soyons modernes, vraiment. Ouvrons-nous à autre chose. Génial. Euh, c'est super intéressant, Marielle, ce que tu nous dis. J'ai quand même une question, parce que en réfléchissant sur le sujet, en t'écoutant, je me dis, mais effectivement, il y a quand même des différences naturelles entre l'homme et la femme, je pense, mais qui ne sont pas des différences génétiques, c'est qui sont plus des différences sociologiques, sociétales, pardon, notamment sur l'ambition. On a tendance à croire que l'ambition des hommes est plus importante que celle des femmes. Est-ce que c'est pas dû au, enfin, est-ce que cette ambition-là qu'ont les femmes, finalement, est-ce qu'elles elles ne minimisent pas parce que ben, elles se sentent obligées, en tout cas, d'organiser la vie aussi de leurs enfants, etc., avant même de pouvoir s'autoriser à être ambitieuses ou quoi que tant que la partie familiale n'est pas réglée, l'ambition n'est pas possible dans leur métier. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Marielle, mais Ouais. l'idée, c'est que c'est peut-être plus compliqué pour les femmes d'accéder, enfin, d'être ambitieuses et du coup d'accéder à des résultats plus ambitieux. En fait, tout dépend du prisme que nous avons sur l'ambition. Aujourd'hui, l'ambition est très connotée. J'écrase les autres, je dois être persévérant, je dois avoir des objectifs de malade. Alors, ça parle à certains, ok, mais ça ne parle pas à tout le monde. Et quand on est avec quelqu'un qui est plus dans la douceur, qui est plus dans le cœur, le mot ambition fait peur, ça ne donne pas envie. Donc, on n'a pas envie d'y aller. Mhm. Donc, dit, ah ouais, alors moi j'ai déjà un mari, une carrière, j'ai 3 enfants, ambition moi, mais moi j'ai pas d'espace pour ça. En fait, c'est l'ambition en elle-même qui pose la vision que nous avons d'elle. Et aujourd'hui, c'est vraiment de générer des croyances qui sont différentes de l'ambition. Moi, je vis tous les jours au quotidien, ça me challenge tous les jours, et demain, parce que je suis une femme comme les autres, et je dois tout gérer, mais à la fois, il est hors de question que je mette de côté mes rêves, mais hors de question parce que je sais que mon bonheur, mon épanouissement, il est aussi là-dedans. Donc aujourd'hui, mes ambitions, je les garde, mais je me dis qu'il y a des étapes. Il y a des étapes, par exemple, ce qui peut nous parler, c'est moi, j'ai besoin d'abord de voir mes enfants et mon mari épanouis. Ça, c'est une étape à mon rêve, parce que tant que je ne les verrai pas comme ça, je ne pourrai pas atteindre mon rêve. Voilà, c'est une façon de voir les choses et quelles croyances, en fait, vous créez autour de l'ambition. Mais si vous la connotez où je dois lutter, j'écrase les autres, c'est un monde de requins, tu vois, tous ces trucs que tu te racontes dans ta tête, forcément, tu n'as pas envie d'aller vivre tes ambitions. C'est intéressant et la question que je me pose par rapport à l'ambition, alors ça suscite quelques réactions hein, puisque on a, alors j'ai pas le prénom, mais c'est Hué qui dit l'âme, l'ambition n'a pas de sexe. Je suis complètement d'accord. C'est juste que l'ambition ne peut pas s'exprimer peut-être de manière complètement délibérée pour beaucoup de femmes en tout cas. Euh, On a Anne ici qui dit pourquoi se mettre des barrières en tant que femme? C'est une vraie question. Et puis, il y a Hué qui répond volonté et c'est le conditionnement de notre éducation aussi. Ça, c'est un commentaire d'Anne Lucie. Je suis assez d'accord et je vais rajouter un élément qui me semble, enfin, encore une fois, je réfléchis en même temps que je t'écoute, Marielle, mais c'est que finalement, quand on est dans un couple, et c'est vrai que l'ambition pour une femme célibataire, je pense qu'il n'y a pas de souci. On voit, enfin, je connais pas mal de femmes célibataires qui ont fait un choix, c'est de privilégier leurs ambitions professionnelles plutôt que la famille.
et celles-là, généralement, mais réussissent à merveille professionnellement. Et puis, il y a celles qui sont en couple et qui ont fait le choix, parce que je pense que c'est un choix, de faire des enfants et du coup de mettre leur ambition professionnelle, en tout cas, entre parenthèses, le temps d'élever leurs enfants parce que c'est leur priorité. Et en même temps, quand les femmes sont en âge d'avoir des enfants et de les élever, il y a les maris qui, eux, sont en pleine ambition, voilà, qui sont en début de carrière et qui ont des ambitions de fou. Et voilà, et quelque part, tout le monde trouve son bon équilibre. Il y a un moment donné, aux alentours entre 40 et 50 ans, il y a les rôles s'inversent, c'est-à-dire que monsieur a peut-être envie de profiter un peu plus de sa femme et d'avoir des bons moments avec sa femme et avec ses enfants, donc de lever le pied un petit peu sur le professionnel. Et c'est à ce moment-là, autour de 40-50 ans, quand les enfants sont plus grands, que madame se dit, mais attends, maintenant que j'ai élevé mes enfants et que je suis à peu près libre, je vais pouvoir m'épanouir professionnellement. Et c'est là où dans les couples, il y a certains couples qui clashent tout simplement parce que les ambitions, enfin les aspirations ne se retrouvent pas. Madame qui disait quand elle était en train de s'occuper des couches, pour faire un résumé, disait à son mari, putain, tu pourrais être un peu plus présent. Et puis au moment où il est mûr pour être présent, c'est madame qui décide d'avoir de l'ambition et du coup, les deux ne se comprennent plus. Donc ça, je crois que, alors il ne faut pas généraliser, mais c'est souvent comme ça que ça se passe dans les couples, c'est-à-dire qu'il y a un renversement et c'est quelque chose qu'il faut gérer puisque, alors messieurs, il faut laisser madame s'épanouir quand elle a fait tout ce travail-là et puis mesdames, Alors, faut préparer quelque part messieurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Samuel, tu veux réagir peut-être? oui, oui, je réagis rapidement, mais alors, pourtant, tu es plus jeune que moi, Olivier, mais je pense que ce que tes dires, que je cautionne, tout parti, concerne beaucoup la génération X, la nôtre, enfin la mienne en tout cas. Je suis pas sûr que ça sera aussi vrai dans les années à venir. Donc, effectivement, moi, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière de travailler avec beaucoup de femmes. Et le profil que tu étais en train de décrire, sans caricaturer là non plus, mais beaucoup de femmes plutôt d'une quarantaine d'années qui, justement, après avoir beaucoup donné pour le foyer, voulaient avoir une nouvelle profession, un nouveau métier et qui réussissait avec succès du reste et qui demandait à monsieur beaucoup plus d'intervention. Mais c'est vrai que, alors, sans études anthropologiques dont je n'ai pas eu l'opportunité de réaliser, mais je pense que ça concerne beaucoup cette génération X, la mienne, et que c'est un peu moins vrai dans les nouvelles générations où effectivement, je pense qu'on a quand même dépassé, même si on le voit dans le chat et si on l'a vécu, la société patriarcale proprement dite. On a la chance chez UXP d'avoir aussi des Italiens, donc il y a peut-être encore des pays plus marqués. Mais je pense qu'en tout cas en France, on est en train de dépasser cette société patriarcale et que ça sera de moins en moins vrai. Donc je pense que les femmes aujourd'hui, et j'ai eu la chance d'en connaître, dont certaines je pourrais même considérer que je considère comme mon mentor, je pense à une notamment, voilà, qui m'a toujours impressionné parce qu'elle réussissait parfaitement sa vie de femme avec son mari, parfaitement sa vie de mère avec ses enfants, et Dieu sait qu'elle a bien élevé ses enfants, je ne citerai pas ce mais voilà, elle se reconnaîtra même si elle ne nous écoute pas. Et sa vie professionnelle, je n'en parle même pas. Et c'était quelqu'un de brillantissime, mais autant d'abordable. Et voilà, donc on en a eu dans toutes les époques, et heureusement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à une société un peu plus équilibrée. Néanmoins, je suis certain que les générations qui suivent, Y, Z, et je ne sais comment, sont beaucoup plus, partagent beaucoup plus ces tâches et heureusement, j'ai envie de dire, voilà, c'était ma petite intervention, mais je pense que c'était surtout attaché à cette génération X et que c'est en train de disparaître. Super, merci pour cette précision. Effectivement, Samuel, Marielle, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces différentes interventions? Alors, un débat, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est vraiment d'échanger sur comment on voit les choses, parce qu'elles existent, puisque je le vois factuellement, ça existe. Aujourd'hui, on vient un peu déconstruire en fait les croyances que nous ont finalement, c'est notre héritage quelque part, parce qu'on est emprunt inconsciemment, mais on est emprunt d'une mémoire générationnelle de nos parents, de nos grands-parents, qui eux n'avaient pas le même niveau de conscience que nous,
c'est pas de leur faute, c'est que le monde a évolué, nous avons évolué dans ce monde, et qu'à l'époque, on ne divorçait pas, que la femme ne travaillait pas. C'était même l'époque de Simone de Beauvoir, et on n'est plus à cette époque où on est dépendante financièrement de notre mari, et où on a besoin de descendre dans la rue pour se faire entendre. Aujourd'hui, on a même nos smartphones, on l'ouvre, on fait un live, on parle au monde entier. Donc le monde, il a tellement évolué qu'aujourd'hui, malgré tout, notre subconscient, notre inconscient est quand même empreint de tout ça. Et il se retrouve un peu en décalage avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que les hommes ont également leur importance dans ce fléau, dans cette nouvelle ère, c'est d'ouvrir aussi, de s'ouvrir à les nouvelles envies des femmes qui se sentent tout à fait capables de le faire. Moi, tu sais, je dis toujours aux femmes que je rencontre, si tu souffres de ne pas réaliser ce rêve, c'est parce que tu es fait pour l'inverse. Sinon, tu n'en souffrirais pas. Et que je pars toujours du principe que tu as les aptitudes de tes rêves. Moi, j'ai jamais rêvé d'être une basketteuse professionnelle. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ambitionne. Je sais que j'en ai pas les aptitudes. Derrière vos rêves, il y a vos ressources, vos capacités de le faire. Ce qui vous empêche de le faire, c'est ça. C'est uniquement ça. C'est ce que vous vous racontez. Et alors, on peut dire, oui, mais mon mari, etc., etc. Une fois de plus, on est créateur. C'est nous qui avons le pouvoir. Et à un moment donné, il faut aussi reprendre la responsabilité de notre vie et d'arrêter de se victimiser en disant c'est de la faute de la société, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de l'argent que je n'ai pas, etc. Créateur absolument de tout. Et ça, c'est aussi l'idée de ce soir, de se dire je peux avoir le pouvoir absolument sur ma vie entière. J'approuve à 200% ce que tu viens de dire parce que pour moi, c'est un des éléments fondamentaux, le contrôle de sa vie, c'est-à-dire la responsabilisation. Et effectivement, à partir du moment où on prend le contrôle de ta vie, je suis d'accord, tout ce qu'on a évoqué auparavant n'a plus lieu d'être. Alors, ça demande quand même peut-être pour les femmes plus d'efforts que pour les hommes parce qu'elles ont plus de casquettes, notamment les femmes qui ont des enfants et qui ont une vie de famille. Mais ça reste tout à fait possible et ça reste à négocier quelque part, s'il faut négocier en tout cas avec son conjoint, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la femme qui porte tout. Alors, je rejoins tout à fait un commentaire d'Anne Lucie qui dit ça existe les nourrices et les garderies, où je me trompe. Oui. Les femmes ont les mêmes valeurs que les hommes, vice-versa. Pourquoi se poser des questions? Beaucoup de femmes ont réussi leur ambition quand on voit des chefs d'État aujourd'hui. Alors, c'est vrai. Maintenant, je pense que, comme l'a dit Samuel, en fonction des générations, il y a des automatismes ou pas. L'automatisme de prendre une nourrice ou de mettre son enfant en garderie, c'est peut-être pas pour certaines femmes, en tout cas de la génération X, comme l'a dit Samuel, quelque chose de super évident. Ça allait peut-être un peu plus pour les générations qui nous suivent. Donc, ouais, super intéressant. J'aimerais qu'on aborde, Marielle, un dernier point pour clôturer ce beau portrait des femmes et de ce qu'elles sont capables de réaliser si elles le décident finalement. Il y a encore peut-être un frein, peut-être un peu plus important chez les femmes que pour les hommes, même si effectivement ça tend à s'estomper, mais quand même, c'est cette histoire que j'appelle moi de confiance en soi. Alors moi, en tant que formateur, c'est ce que je remarque. Il y a évidemment beaucoup de femmes qui ont une faille de ce côté-là, c'est-à-dire un manque de confiance en elles, alors qu'elles ont des atouts de dingue, je suis le premier à le dire, mais cette incapacité de le mettre à profit, cette incapacité justement de s'autoriser, comme tu disais, et puis d'arriver à une confiance en soi qui leur permette vraiment de performer. Quel conseil tu donnerais justement à ces femmes qui se reconnaissent peut-être à travers cette description-là? Comment elles peuvent faire? Est-ce qu'il y a un cheminement qu'elles peuvent faire pour justement avoir plus confiance en elles? Alors, la confiance en soi est un vaste sujet. Je trouve que dans le développement personnel, en tout cas, c'est quelque chose qui a été énormément vulgarisé et qui, du coup, ne parle pas à tout le monde parce que c'est vague. En fait, c'est assez peu tangible. Tout le monde sait ce que c'est, évidemment. Mais moi, j'en ai beaucoup qui me disent, oui, mais comment on fait pour avoir confiance en soi? En fait, ce n'est pas comment on fait,
c'est comment on voit la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est pas un objectif, c'est un résultat, c'est une conséquence. Parce que rêver puis oser, c'est s'aimer. Et derrière la confiance en soi, il y a l'amour de soi. Alors, on va me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ben, en fait, la confiance en soi, elle est la résultante de ce que toi, tu estimes le meilleur pour toi. Par exemple, quelle décision tu prends aujourd'hui par amour pour toi? Tu vois, pas pour les autres, pas parce que tu dois faire ça, pas pour répondre à ce qu'on attend de toi, mais par amour pour toi, quelle vraiment une décision profonde que tu prends? Est-ce que tu en prends déjà? Et sinon, lesquelles? Et souvent, quand je pose cette question, on me répond, bah, ça fait longtemps que j'en ai pas pris pour moi, par amour pour moi. Et oui, parce qu'en fait, on a tendance à se regarder avec beaucoup trop de superficialité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas confiance en nous. C'est pour ça que ça vient toucher notre propre estime, ça vient toucher à nos valeurs. Quand on se regarde en profondeur, quand on a une confiance et une foi en nous, en nos aptitudes, mais c'est vraiment très, très profond, eh bien, c'est là où on a cet amour inconditionnel qui s'ouvre à nous, et en disant de toute manière, peu importe du comment, je vais y arriver. Et ça, c'est quelque chose de très important, de remettre l'amour de soi au centre de tout ça. Parce que pour moi, entreprendre ses rêves, réaliser ses ambitions, atteindre ses objectifs, performer, on peut dire tout ce qu'on veut. Pour moi, ça vient toujours d'un point de départ qui est qu'est-ce que je fais par amour pour moi? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que j'y éprouve du plaisir? Est-ce que je m'accomplis là-dedans? À partir du moment où il y a cet amour de soi, c'est hyper vertueux parce que là-dedans, il y a le naturel. Donc, du coup, c'est quoi? C'est facile. Quand c'est facile, on performe. Et quand on performe, on est heureux. Donc, c'est vraiment la clé pour moi. Et la confiance en soi est finalement le résultat de tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg qui souvent n'en a pas conscience. Et quand je leur dis, bah, qu'est-ce que vous vous autorisez par amour pour vous? Est-ce que dernièrement, tu as fait un truc pour toi, mais vraiment pour toi à titre perso? Et il y en a plein qui ne se l'autorisent pas parce qu'ils disent, non, mais attends, c'est hyper égoïste. C'est tout l'inverse, c'est hyper altruiste. Parce que si on n'avait que des gens heureux sur cette terre, eh ben, on aurait un monde idéal. On n'aurait plus des gens avec de la rancœur, avec de la frustration, avec de la colère. Donc, c'est hyper important de prendre soin de ses croyances et de ce que l'on fait par amour pour soi, parce que c'est là-dedans qu'on se développe, parce que c'est là-dedans où on est bon, en fait. Donc, voilà un peu, moi, ma vision de la confiance en soi. Si je pouvais la développer en peu de temps, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous prenez comme décision par amour pour vous? Voilà. Et à partir du moment où c'est une décision que vous prenez par amour pour vous, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Et du coup, la confiance, elle est là. Elle arrive après ça. Mais le point de départ, c'est l'amour. L'amour de soi. Waouh, ça c'est puissant les amis, hein. Ouais. On a des commentaires d'ailleurs que je trouve très très intéressants, notamment le commentaire d'Isabelle qui dit: ce métier m'a donné confiance en moi que je n'avais pas avant de commencer l'immobilier. Donc oui Isabelle, tu as raison, il y a beaucoup de femmes qui se redécouvrent finalement, qui apprennent à se connaître à travers effectivement le métier de conseiller immobilier. Pourquoi? Parce que là, ils demandent des compétences effectivement assez intéressantes et puis ils demandent d'aller creuser un petit peu plus que d'autres métiers, sans des milliers d'autres métiers. Pardon Marielle, tu voulais compléter peut-être? Oui, en fait, les femmes, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. L'immobilier est vraiment l'un des métiers les plus propices à la révélation de talent, en fait. En fait, on se révèle à nos aptitudes. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi à titre personnel. C'est que le jour où je suis sortie de ma méthode et de mes outils, mais waouh, je me suis dit, mais je suis capable de ça. Et en fait, avec une facilité déconcertante, je me suis dit, que l'on est et pas avec ce que l'on a, ça fait la différence. Ouais, pardon Et Marielle. d'ailleurs, on peut demander à n'importe quelle personne. Vous m'entendez plus? Ouais, ça a coupé un peu trop Tu pour qu'on m'entends? puisse arriver à suivre. Donc, on a bien compris jusqu'au moment où tu disais, quand j'ai compris qu'il fallait que je sorte
de la méthode, c'est là où j'ai commencé à performer. Et puis après, par contre, on n'a plus suivi. Donc, si tu veux résumer un petit peu ton propos par rapport à ça. Mais c'est à ce moment-là où je rentrais 100% dans taille exclusif avec une facilité déconcertante, où mes clients ne négociaient plus mes honoraires parce que moi, j'avais développé cette croyance que de toute manière, il n'y avait pas de sujet, qu'on ne négociait pas mon salaire. C'est tout ça, en fait, qui a créé, moi, mon entreprise, qui a créé cette prospérité-là naturellement. Et d'ailleurs, quand tu interroges des grands performeurs comme Arnaud qui a pu venir ici déjà, souvent, quand tu leur dis « mais comment tu fais ?» Ils disent, je sais pas, je suis moi-même, j'aime mes clients. Tu vois, il y a pas une méthode magique. En fait, la méthode magique, c'est la vôtre. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'en plus on développe notre méthode à nous, et plus on élimine la concurrence personnelle, plus vous avez une approche unique. Personne ne pourra vous copier, personne ne pourra faire comme vous. Voilà, si vous proposez tous les mêmes services, si vous le champ de la concurrence, mais si vous venez créer vos propres approches avec ce que vous êtes, vous n'avez plus de concurrence. Le client, il... Pardon, Marielle. Bon, on a compris, il y a eu quelques coupures, mais on a compris vraiment l'essentiel. Et effectivement, tu as raison, c'est à partir du moment où on trouve son propre style, finalement, mais ça, c'est valable pour mesdames, mais c'est aussi valable pour messieurs. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je te coupe, Olivier, mais il y a plein de choses, que Marielle dit qui sont effectivement très vraies, et notamment, je pense, une certaine notion de dépassement qu'on a certainement ressenti, mais il y a finalement pas mal de choses qui s'appliquent aussi aux hommes. Alors, sans faire de confidence ce soir, mais j'ai pas la vidéo, alors je ne rougirai pas, mais j'ai souvent dit que j'avais une part féminine assez développée et que j'entretenais du reste, donc que j'assume complètement. Et je pense que je suis certainement pas le seul dans cette situation. Après, voilà, faut vivre correctement avec, j'entends par là. Mais effectivement, je pense que plein d'hommes se retrouvent aussi dans les mêmes postures où, posture n'est pas un mot bien choisi, mais en tout cas dans les mêmes situations où la confiance en soi, où la réalisation se met en place et crée le succès. Donc, c'est pas exclusivement réservé à la femme. Voilà, c'était juste là où je me demande si finalement c'est exclusif à la femme, Marielle. Qu'est-ce qui serait exclusif à la femme? Ben, le fait, en fait, Samuel disait qu'il y a pas mal de choses qu'il a dit qui s'appliquent aussi à l'homme. Donc, voilà, l'idée, c'est que c'est pas exclusif à la femme. Il y a des choses qu'on peut reprendre. Mais tout est universel. La différence, c'est que la femme, et là je rejoins, pardon, Marielle. D'acceptation de ses aptitudes naturelles. Marielle, je te coupe, on n'a pas entendu depuis le début, en fait. Donc, essaie de reprendre pour voir si on t'entend. Ce que je disais, c'est que c'est une vision universelle. La différence entre hommes et femmes, si je peux émettre une différence, c'est les points qu'on a vus avant, c'est l'autorisation, la non-autorisation des femmes et la non-acceptation de ses aptitudes naturelles. Mais on est bien d'accord qu'à partir du moment où on dégomme ce manque d'autorisation et ce manque d'acceptation, c'est un non-sujet. Hommes et femmes, ça revient à la même chose. Mais le postulat de départ, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Oui, on t'a bien compris, on t'a bien entendu. Et je vais juste compléter par rapport à ce que disait Samuel et par rapport à ce que tu disais aussi. Ça a été dit, mais c'est dit autrement, c'est qu'en fait, les hommes et les femmes ont de toute façon, de temps à autre, des énergies plus féminines et des énergies plus masculines. C'est-à-dire que selon les situations, on va se retrouver plus féminin ou plus masculin, qu'on soit un homme ou une femme finalement. Oui, quand on se connaît très bien, on arrive à savoir dans quelle énergie on est et pourquoi on est dans cette énergie-là et est-ce que c'est vraiment approprié par rapport
à ce que j'ai à faire. Mais ce qui est très important, je vais juste reprendre quelques commentaires, alors je l'ai perdu. Euh, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais. J'ai Hué, par exemple, qui dit, mais on a un petit peu avancé, mais qui dit la peur du regard des autres. Donc, ben, on était dans la confiance en soi, la peur du regard des autres, effectivement, est un frein pour pouvoir s'autoriser, justement, etc. Ça, c'est complètement vrai. Et puis, en parallèle, on a Isabelle qui dit, mais moi, c'est grâce au regard des autres, justement, que j'ai pu progresser. Et ça, Marielle, je pense que tu es d'accord avec moi, mais c'est quelque chose qui démontre bien que finalement, alors c'est valable aussi bien pour les hommes et pour les femmes, que finalement, selon comment on regarde les choses, eh bien, on arrive à des conclusions différentes et puis surtout à des aptitudes différentes. Donc, je relève parce que c'est flagrant, voilà, c'est en fonction de comment on traite l'information. Ben, pour une, c'est quelque part à cause, même, voilà, c'est un frein, et pour l'autre, c'est justement, au contraire, un ressort, un tremplin pour pouvoir progresser. Ben, en fait, le regard des autres, on n'est pas tous égaux par rapport au regard des autres. Il y en a qui vont dire, mais moi, ça m'est complètement égal, et d'autres, ça les affecte. Donc, ce n'est pas finalement le regard des autres le problème, c'est qu'est-ce que ça vient faire résonner en nous. Il y a vraiment ce côté, cet effet miroir, en fait, et qui vient peut-être des blessures, peut-être des expériences passées. Et c'est ça, en fait, qu'il faut regarder. Quand on sent une résistance à quelque chose, alors là, en l'occurrence, on parle du regard des autres. S'il y a cette résistance par rapport au regard des autres, c'est qu'est-ce que je nourris dans mon quotidien? Parce que le regard des autres, on l'a tous, en fait. On l'a tous. Par exemple, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Le regard des autres pourrait être important pour moi. Et pourtant, je n'y porte absolument aucun intérêt. Que c'est le rapport qu'on a avec ce regard des autres qui vient chercher en nous. Voilà. Et quand on se consulte un petit peu, quand on vient se questionner sur nos ressentis, qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un peut nous critiquer, et bien ça, c'est parce on nourrit dans notre quotidien des croyances qui nous permettent de le voir. Mais quand on n'a pas ces croyances, on ne voit pas le regard des autres, il n'est pas du tout impactant. Donc, quelles croyances on nourrit? Parce que tout est croyance. Et comme nos réalités sont le miroir de nos croyances, enfin, nos croyances créent notre réalité, si on crée un jugement extérieur ou le regard des autres, c'est peut-être parce que nous, on nourrit une forme d'approbation, une forme de besoin de reconnaissance ou ce genre de choses. Et c'est là où c'est extrêmement subtil et très personnel. Et c'est ça qu'il faut venir regarder, mais se consulter d'abord en disant pourquoi ce regard des autres m'impacte et pourquoi je le vois. En fait, pourquoi il existe dans ma vie. Parce que s'il existe dans votre vie, c'est que c'est vous qui le nourrissez. Exactement. Exactement, Marielle. Ce que tu dis est complètement vrai, je valide, même si tu n'as pas besoin de ma validation. Mais, ce que tu dis, c'est très vrai. Ça renvoie effectivement à des choses que j'ai pu vivre de mon côté en tant qu'homme. Hein. Mais c'est par l'acceptation de soi qu'on arrive justement à se moquer du regard des autres. Donc, c'est effectivement, comme tu l'as dit, et ce que tu racontes depuis le début, c'est que finalement, pour que les femmes performent dans l'immobilier, elles ont tous les atouts, mais pour que ces atouts puissent justement pouvoir être déployés, il faut d'abord passer par ce travail personnel, cette introspective sur soi. Et à partir du moment où on a fait le point là-dessus, c'est là où, comme tu l'as expliqué aussi pour toi, c'est un feu d'artifice, c'est-à-dire que c'est là où on se révèle vraiment et c'est là où la performance peut naître. On va juste conclure. J'ai une petite question, moi, quelque peu provocatrice, mais ce n'en est pas l'ambition. Je te reconnais bien, là, Samuel. Non, mais ce n'en est pas l'ambition en plus, mais elle pourrait le sembler, donc c'est pour ça que je l'introduis ainsi. On a souvent entendu, j'ai souvent entendu, peut-être même parfois dit, que quand on a affaire à un couple dans une acquisition immobilière, parce qu'on a beaucoup parlé de la femme conseillère immobilière, et j'ai juste envie de transporter quelques minutes le débat sur l'acquéreur immobilier et notamment le couple. C'est une grosse part, ou c'est une part certaine en tout cas de nos acquéreurs, même si on a tout type d'acquéreurs, c'est la femme qui choisissait, ou c'est la femme qui avait le dernier mot.
Enfin, je pense qu'on l'a tous entendu, tous ceux qui sont dans l'immobilier, vous l'avez entendu. Et je voulais l'avis de Marielle là-dessus et aussi la position de la conseillère en immobilier vis-à-vis de cette croyance vraie, fausse, réelle ou pas. Et est-ce que justement, c'est pas peut-être le seul ou un des désavantages que peut avoir la conseillère en immobilière ou pas du tout? Je suis à côté de la plaque, mais voilà. C'était quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui m'intéressait à titre personnel. C'est une très bonne question, Samuel, parce que ce soit du côté de la conseillère comme du client, finalement, ça vient répondre à nos adages. On vit les mêmes adages. Et quand on dit, voilà, c'est la femme qui décide dans le couple, c'est pas vraiment que la femme décide, c'est que elle a une vision plus globale, en fait, de la vie de famille. Et elle a une notion plus globale des besoins des uns et des autres. Voilà. Ça ne veut pas dire que le Oui. papa, lui, ne sait pas ce qui est bon pour ses enfants. Mais comme c'est elle, de façon générale, je vous les guillemets, puisqu'il y a toujours des exceptions, c'est elle qui gère la logistique, etc. Et qui sait voilà, ce qui est pratique pour elle le matin, ce qui va être pratique pour elle le week-end, etc. Maintenant, moi, j'ai vu des couples où c'était pas la femme qui décidait. On est Enfin, c'est d'accord. Non, mais sur une majorité. oui, On ne voit pas ma vidéo, sinon tu me verrais, Marielle, en train d'hocher la tête, un petit peu comme le chien dans la voiture. Mais alors moi, je dirais pas que c'est la femme qui décide de mon expérience. Par contre, ce que je suis assez convaincu, c'est qu'elle a un droit de veto, que n'a pas forcément l'homme sur le choix, notamment de la résidence du foyer, de la famille. Et je pense que la femme a un réel droit de veto comme on le connaît à l'ONU ou dans d'autres institutions, ce que n'a pas toujours l'homme. Voilà, donc c'est plus là où je la positionnerais dans l'acquéreuse immobilier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette notion. ouais. Mais tout à fait. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, comme la femme a une vision plus globale de la vie de famille, elle prend plus position. Pour moi, c'est plus une prise de position que je décide. Parce que quand je dis je décide, c'est je. Alors que là, c'est nous. Nous décidons. Ils sont deux à décider. Donc, quelque part, elle ne décide jamais seule. Donc, c'est une fausse croyance de dire c'est elle qui décide parce que à partir du moment où lui il signe, ça veut dire qu'il est OK. Mais elle prend plus position, elle se met plus en avant sur des choix parce qu'elle a cette vision globale. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu l'expérience où il y a effectivement des femmes qui s'imposaient plus et d'autres, à l'inverse, qui disaient, moi, je ne prends aucune décision sans mon mari, on le décide tout ensemble, etc. Voilà, je pense que c'est une question plus de positionnement que de décision vis-à-vis de ça. En fait, c'est pas binaire. On a toujours tendance à voir les choses blanc ou noir, bon, mauvais. Voilà, c'est pas binaire. C'est vraiment, il y a des nuances qui font que selon l'équilibre du couple et comment ils ont, enfin, quelle est leur façon de vivre, les positions sont différentes. Moi, je verrais plus avec des nuances. Oui, 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 non, mais je te rejoins, pardon, Olivier, je te rejoins complètement. Il y a des nuances et on peut pas. C'est une caricature grossière que je faisais un petit peu volontairement. C'est pour ça que j'ai prévenu de mon côté provocateur. Il y a un fond on retrouve quelque chose, mais évidemment, c'est une caricature un petit peu grossière. Ouais. mais je vais vous mettre d'accord si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Non, non, parce que je vous rejoins vraiment tous les deux et j'ai déjà dit ce que tu as dit, Samuel, en formation. J'ai déjà dit, j'ai dit voilà, concentrez-vous sur la femme, c'est elle qui va décider, etc. Là où je modère mon propos, c'est qu'avant justement de passer à cette conclusion un petit peu hasardeuse, c'est de faire une analyse. Alors, il y a des outils qui permettent d'analyser un petit peu les profils de monsieur et de madame, et puis de moins se tromper sur finalement qui est le réel décideur, ou du moins qui va avoir le plus d'influence l'un sur l'autre. Il n'y a pas de règle. Par contre, effectivement, quand on n'a pas cette information-là, voilà, c'est moins hasardeux, on va dire, c'est plus raisonnable de se dire je vais au moins me concentrer sur madame parce que je sais que madame, comme l'a dit Marielle, c'est elle qui est, alors je vais le dire autrement, qui est garant de l'harmonie. C'est-à-dire que c'est elle qui veut que les choses soient belles et tout ça et qui a effectivement plus de paramètres là-dessus en tête que l'homme qui peut-être a une définition moins précise
de ce que peut être l'harmonie ou moins fine. Tu as parlé de finesse, de subtilité, Marielle. J'ai relevé un petit peu le vocabulaire que tu as utilisé et je suis assez d'accord. Je pense que messieurs seront d'accord, c'est un vocabulaire très féminin puisque parler de subtilité pour un homme, c'est peut-être moins naturel que pour une femme, etc. Donc, oui, bien sûr qu'il ne faut pas en faire une généralité, mais dans le doute, en tout cas, ne pas mettre de côté madame, ça c'est certain. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Avant de répondre aux questions, parce que Marielle m'a dit, voilà, si mesdames et messieurs ont des questions, évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Juste un commentaire de Maher, Maher que certains ont vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande, mais très, très chaleureusement, de voir le Spotlight, qui est le numéro 2 de Maher, qui nous a donné vraiment des astuces extraordinaires sur la prospection. D'ailleurs, Maher, je te fais part en direct que j'ai utilisé une de tes astuces. Je suis en train de la tester, tu vois. Donc, je te filerai des dividendes si jamais, une participation si jamais ça produit des résultats incroyables, ce que je crois sincèrement. Mais il répond donc, il dit, pour moi, le regard des autres est important. Ça permet de mettre à jour les failles que je ne vois pas. Et je trouve ça très pertinent, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, si on a le bon mindset, c'est le cas de Maher, je connais un petit peu, on peut l'utiliser, le regard des autres, en se disant, est-ce que je ne suis pas en train justement de faire une erreur? Est-ce que je ne suis pas en train c'est un truc de formateur aussi, hein, je vous l'accorde, mais parce qu'on est très vigilant par rapport à ça. Mais c'est une réflexion à se faire. Est-ce que quand je suis devant le client, est-ce que je ne fais pas de fausse route parce que je capte des signaux qui me font dire que peut-être que là, je ne suis pas en adéquation avec ce qu'ils sont en train de dire. Donc oui, dans ce sens-là, le regard des autres est super important, effectivement, Mère. Parce que Maher, en fait, construit, lui, une croyance dans la progression, dans l'amélioration. Et c'est pour ça qu'il le voit comme ça. Et comme il le nourrit, des choses qui peuvent, lui, le faire avancer. Et c'est ça qui est fabuleux. Ça veut bien dire qu'il y a un véritable pouvoir de notre esprit et de nos croyances, et qu'en fonction de ce qu'on se raconte, la réalité est complètement différente. Alors que le regard des autres est le même d'un point de vue extérieur. Mais tout dépend comment nous, on a envie de le percevoir. Et il a tout à fait raison, parce que l'idée, c'est vraiment de se créer des croyances qui nous arrangent, en fait. C'est ça, le bénéfice pour nous. Et ça, c'est une très belle croyance de se dire qu'en fait, le regard des autres nous permet de progresser, de nous améliorer, de monter en compétences. Et il ne le voit pas du tout comme une approbation, quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de vertueux. Donc voilà, c'est une preuve factuelle que nos croyances peuvent créer la réalité que nous désirons. Excellent. Je crois que tu connais Maher, non, Marielle? Alors, pas en vrai, on ne s'est jamais vu en vrai, mais on échange beaucoup, ouais. Ouais, on échange beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Encore une fois, Marielle est là pour vous répondre. Mesdames, si vous avez des questions, des astuces à demander à Marielle, c'est avec grand plaisir. En attendant d'attendre des questions, je vais relever un commentaire qui pourrait servir de conclusion, que j'ai beaucoup apprécié, de Marianne, qui dit « J'adore », alors c'est adressé à toi, Marielle, « J'adore tout ce qui est dit. Les femmes sont tellement fortes et belles, ainsi soit-elles. » Et c'est vrai, et là, je pense que tu nous as mis toutes d'accord, Marianne, avec effectivement le concours de Marielle, parce que c'est ce qu'on dit habituellement, mais je pense que c'est une réalité, c'est une vérité. Les femmes sont très fortes, contrairement à ce qu'elles peuvent laisser croire, et elles sont belles de par justement leur générosité. C'est une aptitude que tu as révélée, et leur désir de rendre ce monde un peu plus harmonieux, un peu plus féminin. Si c'est fait comme ça, c'est que certainement on en avait besoin. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Marielle, je t'en prie. On a besoin de visionnaires, en fait. On a besoin de gens qui voient plus loin que la réalité là qu'on voit et qu'on perçoit, en fait. On la voit pas vraiment, en fait. C'est une perception que nous avons. Les perceptions sont vraiment reliées à tout ce qu'on se raconte. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que ce monde a besoin de visionnaires et que nous sommes l'un d'entre eux. Nous sommes l'un d'entre eux, et que c'est en développant ces aptitudes-là qu'on fait évoluer notre métier,
et qu'on le met toujours au service du client, toujours, c'est dans toujours cet objectif-là, et que plus nous, on trouvera du plaisir dans le chemin, et plus les résultats seront grands. Voilà. Merci infiniment, Marielle. Alors, en conclusion, s'il y a des femmes qui se demandent si elles ne sont pas dans l'immobilier et si elles pourraient faire de l'immobilier, la réponse, effectivement, c'est un grand oui. Vous l'avez vu. Et s'il y a des femmes qui font de l'immobilier et qui se demandent si elles peuvent performer, la réponse est encore un grand oui. Donc, oui. Encore faut-il, comme l'a dit Marielle, s'autoriser, s'accepter et puis avoir confiance en soi. C'est vraiment les 3 clés que vous a donné Marielle et les 3 clés à travailler pour justement, avant même la technique, accéder justement à la performance. Je vous remercie infiniment. Prochain post-light, Samuel, avec Romain Cartier. Oui, alors moi je remercie déjà, avant d'annoncer Romain, je te remercie Olivier. Je pense que c'était une séance disruptive. J'aime bien ce mot. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas employé. Tiens, j'essaie de le supprimer de mon vocabulaire. Mais c'était un spotlight différent. Et j'en suis ravi. Merci beaucoup, Marielle, vraiment, de ton temps, de ce que tu as partagé avec nous. C'était très généreux. Merci, Olivier, d'avoir eu cette bonne idée, car celle-là, c'était la tienne. Donc, je trouve ça super sympa. Effectivement, alors, on a une actualité un petit peu riche. Vendredi, on aura un Spotlight Coaching Series et ce sera le dernier de cette série. Olivier a proposé tout à l'heure de poursuivre ça. On en discutera ensemble, ça sera avec grand plaisir. Donc, je pense que voilà, l'événement ayant un certain succès, je pense que ça pourrait être intéressant de le formaliser plus tard. Mais vendredi, on aura Romain Cartier. Donc voilà, pour ceux que ça ne parle pas, je vous invite à le googler. Pour les autres qui viendront nous présenter, je crois, les stratégies de Romain, c'est ça? C'est ça, c'est la différenciation et stratégie. Romain Cartier, Romain, en tant que conseiller immobilier, il va évidemment parler de différenciation, mais pas que. Ça ne peut être qu'intéressant. Et c'est un conseiller donc, qui est reconnu dans sa zone de chalandise, évidemment, et qui a aussi des autres activités télévisuelles et radio et autres, je crois. Donc voilà. On a aussi, et je me permets de l'annoncer ce soir, mais voilà, n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux. Donc, on a eu le roadshow à Nice. Donc, EXP, on sera en présentiel au Negresco à Nice. Il faut s'inscrire, le nombre de places est limité. Donc, il y a une inscription Eventbrite que je… Ah, bah si, merci Béatrice, elle fait tout avant que je le demande. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire et venir nous rencontrer physiquement, là aussi, on aura un speaker de grande qualité en la personne de Vincent Pavanello, la Maison des Mandataires. Donc, Vincent nous fait le plaisir d'être avec nous pour cet événement et je pense que ça sera aussi riche. C'est un bon expert de notre métier. Et puis, dernière annonce. Je ne fais pas de pub pour EXP pendant ces spotlights, mais je fais juste de l'annonce d'événements. On sera aussi au Salon Rent le 20 et le 21 octobre prochain à Paris, porte de Versailles. Donc voilà, une actualité un petit peu chargée. Et on reprendra les spotlights après, le temps de souffler un tout petit peu, puisque là, on ne s'est pas trop reposé depuis qu'on a lancé toutes ces séries. De mon côté, merci à vous deux, vraiment. Vendredi, on se retrouve dans la joie et la bonne humeur. Marielle, encore merci, vraiment. On reste en contact parce que j'ai vraiment apprécié la qualité de cette intervention et la qualité de nos échanges. Le plaisir était partagé. En tout cas, merci. Vous avez été très nombreux et ça me fait chaud au cœur. Merci à toi et désolé pour ma vidéo. Donc, je serai en mode fantôme ce soir. On a compris que c'était pour qu'on vienne te voir au Rent, Samuel. C'est une stratégie encore. À Nice avant, hein. Vous pouvez me voir dès la semaine prochaine. Je ne pourrai pas me cacher derrière un écran noir. Hein. Ça ne marchera pas. Allez, avec grand plaisir. Merci à tous. Passez une excellente soirée et à vendredi. Au revoir.